Vous lancez un pilote d'intelligence artificielle dans votre entreprise ? Soyez prêt à ce que cela capote. Je suis Christophe Charlot, vous écoutez Face à l'IA, un podcast de Trends Tendance. L'intelligence artificielle est partout, dans le discours des dirigeants, dans les plans stratégiques, dans les slides évidemment des comités exécutifs, mais quand on regarde de plus près, beaucoup de projets IA n'aboutissent pas. Pourquoi tant de plans d'intelligence artificielle échouent en réalité dans les entreprises ? Est-ce un problème de technologie, de données ou surtout de décision humaine ? C'est ce qu'on va décrypter aujourd'hui avec mon invité, Thomas Breuer, CEO d'Inetum, un groupe informatique de 1200 personnes qui est situé au cœur de la transformation digitale des entreprises. Monsieur Breuer, bonjour. Bonjour. Alors, je l'évoquais en introduction, on dit souvent, alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle, etc., de manière toujours très positive quand on parle des projets dans les entreprises, et en réalité, il y a quand même des chiffres qui sont hyper étonnants, et où on constate qu'apparemment, ça ne marche pas à tous les coups. Tout à fait, et on assiste un peu à un paradoxe ici. Paradoxe parce que nous, en tant qu'usagers privés, à la maison ou au sein de l'entreprise, on touche très vite à l'IA et on a des succès personnels très très rapides en fait. Mais lorsqu'on le met en place de façon industrielle dans l'entreprise, on constate quand même que c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a les chiffres qui le montrent. Il y a le Gartner qui dit qu'il y a 50% des projets en entreprise qui sont abandonnés après un premier essai. L'MIT qui dit 95% des pilotes donnent aucun résultat. D'accord. Donc il y a un vrai sujet. 95, c'est énorme quand même. C'est énorme. Et ça vous étonne, vous, de votre expérience au quotidien dans ce domaine-là ? Ça nous étonne d'une manière, c'est pour ça que je l'appelle un peu un paradoxe, parce que le premier pas est tellement simple, comme je disais, est tellement abordable en quelque sorte, financièrement et intellectuellement, mais c'est là où lorsqu'on touche le cœur du sujet, c'est-à-dire création de valeur, transformation de l'entreprise, ça devient, en toute apparence, et on le voit tous les jours, très compliqué. C'est ça. Avec des chiffres comme ça, comme 95% évoqués par le MIT de pilotes qui ne fonctionnent pas, ça ne doit pas être évident de vendre des projets à des entreprises, du coup. Alors, ça donne pas beaucoup d'espoir, je dirais. Mais je dirais, et ça c'est quand même une observation très intéressante aussi, les dirigeants d'entreprises, les structures dans les entreprises, ils ont compris que l'IA va transformer à terme la manière de fonctionner, aussi leurs produits et les services qu'ils offrent. Donc il y a, je crois, une vue très très claire sur la capacité de transformation. Là où toute l'industrie fait des pas en avant, c'est d'apprendre et de comprendre comment mettre ça, je dirais, en musique en quelque sorte. Ouais. Quand on dit, voilà, pour ces chiffres, 95%, 50% des projets qui n'aboutissent pas, ne pas aboutir pour un projet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on ne le continue pas ? Le premier pas qui est mis en place, donc un projet pilote généralement, c'est assez simple. Un POC. Un POC, comme on l'appelle dans l'industrie. C'est assez simple en fait. C'est-à-dire on se dit, bon, j'ai un cas d'usage que j'ai choisi. J'espère que je choisis plutôt bien, qui apporte une valeur et qui crée une certaine résonance au sein de l'entreprise. Je prends un jeu de données pour travailler mon pilote, je me crée un environnement un peu protégé pour le faire et j'arrive à en tirer des résultats. Donc tout le monde est un peu enchanté, content, il y a une réalité qui s'installe et il y a un espoir qu'on peut aller vers l'avant. Et là, ça devient assez compliqué après parce qu'en fait, la question, est-ce que j'ai la donnée qui est disponible ? Est-ce que j'ai travaillé ma donnée, que je peux faire une industrialisation vraie ? C'est des vrais sujets qu'on touche. Est-ce que j'ai une vision sur la réalisation de valeur, value creation, comme on l'appelle dans nos métiers ? Est-ce que j'ai une vision sur les cas d'usage qui vont vraiment sens pour moi ? Et c'est là où, je dirais, il y a la bifurcation en quelque sorte qui s'installe. Il y a ceux qui arrivent à travailler cette mouvance et se rendent compte que ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie, ça coûte de la persévérance en quelque sorte. Et il y en a ceux qui se disent, bon, j'ai fait mon premier pilote là, ça n'a pas marché, c'est une technologie qui n'apporte rien, c'est un mirage, c'est peut-être une belle idée, mais c'est pas industriel, c'est une bulle. Donc on est un peu dans ces situations-là, en discussion avec nos clients. C'est ça. Le premier point, le point qui est vraiment, je dirais, le numéro 1 dans les constats que vous faites dans les projets qui n'ont pas fonctionné, c'est quoi ? Qu'est-ce qui bloque vraiment le gros point number 1 d'un échec, c'est quoi ?
Une vraie compréhension, et c'est un travail de fond sur la valeur que je veux en tirer en tant qu'entreprise ou entité publique. Ça veut dire quoi? Que les entreprises, si je vous décrypte, ça veut dire quoi? Que les entreprises ne sont pas toujours bien conscientes de ce qu'elles font, de ce pourquoi elles doivent utiliser l'intelligence artificielle? Exact. Ouais. Donc, travailler un panier, je dirais, de cas d'usage, de dire je commence avec ceux qui m'apportent une vraie valeur, une capacité d'expérimentation autour de ces sujets-là, un peu des low-hanging fruit. C'est un travail de fond très très important qui est à faire, et parfois on se lance trop vite dans le bain. On n'a pas une stratégie qui est définie, qui dit je commence un bout qui est peut-être plus simple mais qui m'apporte la valeur, qui me permet d'apprendre aussi à travailler d'une façon différente, et de travailler et de créer une trajectoire de transformation se basant là-dessus. C'est là où il y a les gros problèmes, je crois. C'est ça. Et comment est-ce qu'on travaille ça? Parce que j'imagine aussi, quand on est une entreprise et qu'on voit toutes les promesses faites aussi par l'intelligence artificielle, on se dit waouh, c'est magique, on va pouvoir résoudre énormément de choses. C'est juste, on ne sait peut-être pas par quel bout le prendre, en fait. Et on a peut-être envie de l'intégrer quelque part à trop de process à la fois, à trop de cas d'usage. Je crois que vous touchez à un sujet intéressant. Parfois, l'ambition est, dans un premier pas, est trop importante. Je suis persuadé qu'il faut faire des petits pas, il faut expérimenter, il faut apprendre, il faut faire des petits succès, les fêter, je crois aussi, les faire très visibles en interne et en externe, et bâtir une vraie transformation là-dessus. Et c'est là où le leadership et la vision du patronat, en quelque sorte, est très très important. Oui, donc vous voulez dire que là, c'est de la pure stratégie, donc ça doit se passer au top. C'est ce qu'on dit toujours, déjà pour la transformation digitale au sens large, mais certainement pour l'intelligence artificielle, c'est les patrons qui décident, c'est de la stratégie, c'est évidemment pas de l'IT. C'est définitivement une question du métier, donc c'est une question des patrons. L'IT est très importante dans la mouvance parce que c'est, entre guillemets, l'outil et c'est l'environnement qui permettra ces transformations-là dans le temps. Mais c'est une question de stratégie, d'orientation de l'entreprise en tant que telle. C'est ça. La question, évidemment, de la donnée, vous l'avez évoqué. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont prêtes? Parce que l'intelligence artificielle travaille forcément sur des datasets, sur de la donnée de l'entreprise, plus ou moins stratégique. Est-ce qu'au fait, on a cette donnée forcément dans les entreprises? Parce qu'on a l'impression, c'est une longue question, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, encore beaucoup d'entreprises sont dans leur transformation digitale, je veux dire 1.0, ce qu'on évoquait il y a encore 5 ans, 6 ans, de dire ok, il faut digitaliser sa boîte, qu'on est déjà pour certaines dans l'intelligence artificielle. C'est des processus qui sont parallèles. Donc tout ça pour arriver à la vraie question, c'est est-ce que les entreprises, de manière générale, sont matures et sont prêtes au fait à avoir de l'IA? Il y a définitivement un voyage en cours, je dirais, sur la valorisation. Ça, c'est diplomate, ça. C'est très diplomate, parce que il y a différentes dynamiques qui sont en cours. Donc, il y a des entreprises qui sont très, très avancées, ce sujet-là, qui se sont rendues compte que la donnée, au sens très, très large, est une valeur en soi, en quelque sorte. Il y en a d'autres qui sont dans leur voyage, je dirais, à ce niveau-là. Ce qui est important, c'est que se rendre compte que, premièrement, la donnée, c'est une vraie valeur. Deuxièmement, lorsqu'on s'est rendu compte que c'est une valeur de la structurer, de donner accès, de gérer l'accès, et ça veut dire aussi, monsieur Hard, sur le département commercial, ouvre sa boîte de données au département B, je dirais. Donc, il y a aussi un aspect humain de partage de la donnée au sein des entreprises. Il y a une harmonisation technique qui est importante. Il y a une harmonisation et une réflexion de fond sur l'accès, c'est-à-dire qui a droit à l'accès. Imaginez, vous travaillez dans un environnement hospitalier avec des données patients. Données sensibles. C'est très très sensible, les données sensibles. L'IA peut aider à transformer ces données-là et à gérer l'accès. Donc l'IA est un outil aussi pour donner et gérer l'accès à la donnée. C'est ça, Est-ce qu'on peut
imaginer de se lancer dans un projet d'intelligence artificielle en n'ayant finalement pas tout à fait assez de données? C'est-à-dire est-ce qu'on peut commencer petit et collecter après, ou est-ce qu'il faut d'abord avoir toute sa donnée prête, structurée ou pas structurée d'ailleurs, avant d'y aller? On voit beaucoup de succès dans des processus parallèles en fait. D'accord, c'est-à-dire concrètement, ça veut dire? Concrètement, on se lance dans des pilotes, dans des POC, avec un jeu de données, je dirais, volontairement limité. On apprend le métier, l'expérimentation est très importante. L'adoption aussi de l'humain dans la chaîne est très important. Donc, se lancer dedans avec une vision claire est important. Et en parallèle, travailler effectivement l'accès à la donnée et la gouvernance qui va avec. C'est ça. Est-ce que quelque part, vous pensez qu'il y a un FOMO, c'est-à-dire, vous savez, un fear of missing out, c'est-à-dire on doit absolument y aller, même si on n'est pas tout à fait prêt, il faut, tout le monde nous en parle, les médias en parlent, les spécialistes de la tech en parlent, et quelque part, voilà, parce que vous disiez, on y va petit pas par petit pas, mais en même temps, on nous dit, attention, si vous n'y allez pas maintenant, c'est les concurrents qui seront prêts. Les entreprises sont un peu poussées, et j'imagine que ça, c'est parfois aussi ce qui fait que ça bloque. Sujet très intéressant, vous savez. Effectivement, l'IA est médiatisée partout, et on le voit dans la presse, je dirais, tous les jours. On le voit dans tous les entretiens maintenant avec nos clients. Et ce podcast en fait partie. Et ce podcast en fait partie, effectivement. Donc, tout le monde est poussé dans la réflexion. On parlait tout à l'heure de la responsabilité du patronat, en quelque sorte, et la stratégie, la vision pour l'entreprise. Et c'est là, je crois, où la chose est ancrée, en quelque sorte. C'est-à-dire quelle direction je donne à mon entreprise, point de vue position sur le marché, point de vue fonctionnement, point de vue gain d'efficacité. Parce qu'effectivement, ce que vous dites est vrai. Si je me lance pas aujourd'hui, et j'ai des concurrents qui s'y mettent à fond, qui réussissent, je prends du retard qui n'était plus rattrapable en fait. Bien que pour rassurer un peu, les concurrents, ils font peut-être partie des 95% aussi. C'est pas ça qu'il faut se dire, c'est ça? C'est pas ça qu'il faut se dire, et on est dans un marché qui est en accélération très très forte, et effectivement il y a lorsqu'on voit un peu ce que les grands industriels en Europe font sur leur chaîne de fabrication, sur leur chaîne de montage, on voit qu'il y a un travail de fond qui se fait là aujourd'hui, où les résultats vont venir très très vite. C'est ça. Est-ce que si je vous dis l'IA échoue rarement, enfin le projet échoue rarement à cause de l'IA elle-même, c'est-à-dire de la technologie, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord ou pas? Donc est-ce que l'IA, en fait, la technologie elle-même n'est jamais la cause de l'échec, c'est plutôt tout ce qu'il y a autour? C'est définitivement l'IA échoue parce que l'humain ou l'organisation autour n'a pas été faite de bonne manière. Mais l'IA est prête. Mais l'IA est prête aujourd'hui. Il y a peut-être un aspect important dans l'échec de l'IA en quelque sorte. Et ça fait un peu, je dirais, des paradoxes aussi pour moi de la perception de l'impact de l'IA. Et il y a parfois une perception où on dit ChatGPT, pour les citer, c'est le marteau qui règle tout. Mais l'IA est beaucoup plus large et beaucoup plus, je dirais, complexe en soi. Un chatbot ne va pas régler les modèles de prédictabilité sur les chaînes de production d'un fabricant automobile, par exemple. Mais c'est plutôt la diversité de la technologie et la non-considération de la diversité qui peut faire problème, en fait. C'est ça. Donc pour vous, là, la techno est OK aujourd'hui. Tout à fait. Peut-être beaucoup de fantasmes aussi autour de l'intelligence artificielle. J'imagine peut-être... on vient certainement vous trouver en vous demandant de résoudre la plupart des problèmes d'une entreprise. Est-ce qu'il y a comme ça ce fantasme du quick win, c'est-à-dire d'imaginer que l'IA va produire des résultats rapides avec des transformations en profondeur, alors qu'en fait ce ne sera peut-être pas le cas? Donc il y a effectivement des quick wins qui se réalisent et qui sont réels dans les différentes industries. Par exemple, chez nous, adopter l'IA dans la production du soft, c'est des vrais effets de levier qui sont là aujourd'hui immédiatement. Mais lorsqu'on touche des processus industriels ou des processus de gestion, il faut toucher le processus, il faut travailler l'humain, et l'IA est juste un outil pour transformer quelque chose qui peut-être devait être transformé de toute manière.
C'est ça. Justement, vous évoquez chez vous, chez Inetum, je trouve que ce serait intéressant. Donc, c'est-à-dire, vous êtes une entreprise, un groupe de 1200 personnes. En Belgique, en Europe, 27 000. C'est ça, 1200 en Belgique, donc c'est énorme. Donc, vous êtes aussi quelque part une industrie et vous utilisez certainement l'IA dans vos process. Est-ce que du coup, pour vous, c'est facile? Est-ce que du coup, vous êtes le cordonnier bien chaussé, comme on dit? Donc, cordonnier définitivement bien chaussé, parce qu'on est quand même une boîte de tech, en quelque sorte. Ouais. Donc, ça, c'est notre métier, c'est notre essence même. On l'applique à tous nos métiers ces jours-ci, en production de software, définitivement, mais aussi dans nos processus internes. Mais ce qui est assez intéressant à observer aussi, c'est que on travaille avec des hommes, essentiellement avec des hommes. Et naturellement, on doit prendre nos hommes et nos femmes d'ailleurs sur une trajectoire de transformation aussi. On a formé, par exemple, au niveau de GenAI, l'usage de l'outil au quotidien. On a formé 80% de nos employés à travers le monde. Et c'est un focus très très important pour nous. Ouais. C'est une sorte d'acculturation du cordonnier. C'est ça, parce que vous avez les mêmes process, etc. Vous parliez d'humain, donc de change management. Là, c'est plus un groupe informatique qui parle, c'est n'importe quel groupe. Tout à fait. Quels ont été les points difficiles potentiellement ou moins faciles en tout cas? Moins facile au niveau gestion humaine, je dirais, ressources humaines dans la fonction même, parce qu'on a les mêmes contraintes légales que tout le monde a. Plus facile dans l'introduction effectivement de tout ce qui est processus avant-vente, processus vente, parce que c'est des outils quand même qui augmentent la capacité humaine, et comme on est tous un peu techno-affines, je dirais, ça aide. Mais comme vous dites, effectivement, on a des processus comme tout le monde, finance, RH, procurement, qu'on touche avec l'IA, avec toutes les contraintes que s'y imposent. Oui. Là, vous évoquiez évidemment l'humain. Bon, ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est vraiment ce côté change management qui est compliqué. En fait, finalement, c'est pas tant une question d'IA, c'est une question d'évolution d'entreprise. Je sais que certains groupes se positionnent là-dessus, justement, en termes d'IA. Est-ce que c'est ça qui est encore difficile? Et donc, est-ce que c'est le change management ou c'est quelque part encore une réticence des employés, des équipes face à une technologie qui est quand même bouleversante parce qu'elle touche au corps de leur métier, de leurs expertises, peut-être encore des craintes sur leur job? Donc, c'est effectivement une vraie tâche de change management. Donc, il y a un aspect que chaque employé comprend, ce que c'est l'IA, l'apport, une sorte d'IA literacy en quelque sorte, c'est-à-dire d'apprendre les possibilités, les limitations, la manière comment la société, je dirais, déploie la technologie. L'aspect de transformation de les métiers en tant que tel, c'est-à-dire la fonction finance aujourd'hui et la fonction finance demain, elle change. La fonction RH aujourd'hui et demain, ça change fondamentalement. Les réticences viennent probablement aussi par des peurs de chaque employé, de chaque acteur un peu dans le réseau, parce que sa fonction évolue très rapidement, peut-être plus rapidement que dans le passé, c'est une réalité aussi. Il y a aussi des peurs, et c'est aussi dans la presse, je dirais tous les jours, que ça va remplacer des emplois. Oui. Donc il y a des gains d'efficacité qu'on ne peut pas négliger. Est-ce que ça remplace les emplois comme on lit, que tout sauf les plombiers peuvent être remplacés? Je n'y crois pas personnellement. Je vois plutôt que l'humain va être augmenté dans ses capacités par l'IA et que la capacité même créative, et on en parlait tout à l'heure du rôle du journaliste en quelque sorte, va être augmentée par l'IA plutôt que remplacée. Oui. Et c'est un peu ma vue aussi. Donc l'IA nous donne plus de capacités, nous donne plus de moyens en tant que chaque acteur dans une entreprise. Et il faut travailler, je crois, ces arguments-là, plus qu'on remplace tout le monde par l'IA. C'est ça. Est-ce que la crainte, justement, dans les entreprises aujourd'hui, c'est pas quelque part, quand on voit arriver un POC d'IA, c'est de se dire, OK, et on doit collaborer, on est employé, on doit collaborer avec cette technologie.
parfois, c'est de se dire, on la nourrit jusqu'à ce qu'elle fasse ce que je fais aujourd'hui, au fait. Est-ce que c'est pas ça la réticence ? Je prends le cas d'un call center, par exemple, où on développe finalement beaucoup d'intelligence artificielle pour pouvoir, à un moment donné, faire en sorte que l'IA réponde aux premières questions, aux premières lignes, etc. Et ce sont finalement les opérateurs qui donnent les cas d'usage à la machine pour pouvoir mieux répondre à leur place. Alors, toujours avec la promesse de dire, derrière, vous aurez les questions plus compliquées, vous aurez les cas de etc. Mais malgré tout, j'imagine que pour un humain, se dire, OK, on nourrit la machine pour faire déjà des parties de mon job, c'est quand même un peu effrayant, non ? Ce que moi, je trouve assez intéressant dans cette réflexion-là, parce que ça va remplacer les jobs de première ligne, il ne faut pas se leurrer. Okay. Ce que je trouve très intéressant dans la réflexion, c'est le manque de ressources humaines à terme dans nos sociétés en Europe, mais c'est vrai aussi aux US, en Chine, où on a un manque de personnel à la fin. Que ce soit, et là l'exemple des call centers est assez intéressant, parce que trouver du personnel dans les call centers en Europe, par exemple, c'est très difficile ces jours-ci. C'est-à-dire d'augmenter la capacité de l'agent et de lui donner des tâches un peu plus complexes, pour les cas plus complexes, c'est peut-être la solution qu'on doit trouver. Parce que sinon, il n'y a pas assez de personnel. C'est ça. Ok, c'est votre vision. Ok, intéressant. Je vous sens très très optimiste donc, par rapport à l'IA. Donc je voudrais peut-être terminer justement par un exemple que vous pourriez citer dans vos clients, dans vos partenaires ou dans ceux que vous avez développés, qui fait partie évidemment des 5%, pas des 95% dont on a parlé au début de ce podcast, mais qui fait parler des 5%. Un exemple de POC qui a pu fonctionner, qui a pu être mis à l'échelle. Tout à fait. Et c'est un exemple dont je parle où les éléments, je dirais, d'hésitation et de réflexion plus profondes viennent. Donc, hésitation au niveau de l'usage de la donnée privée, médicale d'ailleurs. Donc, c'est très sensible comme environnement. On a travaillé, et on travaille d'ailleurs toujours avec l'hôpital universitaire de Gand, qui s'est lancé dans la mouvance IA. Comme beaucoup d'entités le font, comme on vient de parler. Et je crois qu'ils ont fait des choix très très clairs sur là où on peut créer l'impact et apprendre très vite. Donc ils l'ont introduit au niveau de l'IT en tant que tel. Les milliers, je crois il y a 7000 employés qui travaillent dans son ensemble là-bas. On donne accès à un chatbot qui aide à régler les problèmes informatiques. Donc chaque acteur dans un hôpital aujourd'hui utilise l'informatique. Chaque acteur a des problèmes avec l'informatique. Donc le chatbot règle ça. Donc somme toute, très basique, ça touche l'IT, très simple. Mais là-dessus, il y a eu un deuxième cycle qui a commencé à travailler sur l'aide à la rédaction des dossiers médicaux. Et là, ça devient beaucoup plus sensible. Et là, le travail de fond et l'élément de succès, c'était est-ce qu'on est sous contrôle Responsible AI, usage responsable de l'IA. Est-ce qu'on est sous contrôle et on respecte toutes les réglementations de la protection de la donnée privée, domaine médical sensible. Et là, ce sont des exemples où la direction, et la direction informatique naturellement aussi, a pris en considération tous les éléments en fait, a travaillé à un partenaire avec nous pour faire ce genre de transformation et amorcer ce genre de voyage. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui fait là, dans cet exemple-là, que l'humain n'a pas forcément été une réticence parce que là, j'entends, au niveau de la donnée, etc., mais au niveau de l'humain, qu'est-ce qui fait qu'eux ont embrayé, ont suivi, selon vous ? Donc, effet immédiat, valeur ajoutée immédiate. Lorsque vous téléphonez au support de votre informatique, au sein de l'entreprise, ils sont toujours sous l'eau, je dirais. Là, ça aide vraiment. Et ça prend beaucoup, je dirais, de problèmes. Ça règle beaucoup de problèmes de façon automatique. Et lorsque vous parlez avec du personnel médical, et j'en ai tout plein dans ma famille, la partie administrative est très, très importante. Et réduire la charge administrative avec l'IA, ce n'est que de bon. Ok, intéressant. Terminons par un conseil. Donc, je suis patron d'entreprise et je ne sais pas trop par où commencer, mais je sais que je veux y aller, comme tout le monde. Un conseil que vous lui donneriez s'il vient frapper à votre porte ? Oui. Travaillons votre stratégie métier, donc votre cœur de métier, le rôle de l'IA là-dedans.
Regardez ce qui se fait autour. Regardez aussi dans des industries annexes ce qui se fait. Donc, travaillez vraiment votre stratégie et l'impact de l'IA sur votre stratégie. Soyez conscient qu'il faut expérimenter. Donnez du temps à l'expérimentation et aux erreurs. Soyez prêts à développer, je dirais, des flux financiers, donc de l'investissement où vous ne voyez pas tout à fait vers où ça va aller. Donc, il y a une prise de risque là-dedans. Et soyez persévérants. Prise de risque, dernière question alors, parce que ça me fait penser à ça. Prise de risque financière, c'est cher, c'est pas cher, on peut y aller sans perdre sa culotte, comme on dit. De la logique où j'ai une vue très claire, ce que je veux faire à terme, où je me crée des étapes intermédiaires avec des petits pas, se lancer dedans ne coûte pas cher. Pas cher. C'est difficile, mais on peut. Il ne faut pas commencer avec des centaines de milliers d'euros, on est bien d'accord. Je crois qu'on peut commencer beaucoup plus petit pour apprendre, pour comprendre comment l'entreprise réagit, comment les hommes réagissent, comment on peut travailler ensemble. Chercher de l'aide à l'extérieur, travailler avec des gens qui l'ont fait. Je crois que c'est très important aussi. Parce que vous transformez, comme on a parlé, votre structure de données, votre manière de fonctionner, vos processus. Il y a un sujet technologique assez complexe à la fin. Regardez ça de façon holistique et ne croyez pas qu'avec un petit investissement, vous allez transformer votre société. C'est plus profond. Parfait. Et sinon, ils font de toute façon appel à vous, Thomas Breuer. Avec plaisir. CEO de Inetom. Un grand merci pour votre temps. Merci de m'avoir eu ici.